Une élection présidentielle cruciale pour l'avenir de l'Iran. Elle aura lieu le 19 mai, dans 12 jours. On en parle avec Thierry Coville, l'invité du Grand Angle. Bonjour Thierry Coville. Oui, bonjour. Alors vous êtes un grand spécialiste de l'Iran, on peut le dire, vous avez écrit plusieurs livres sur ce pays de 83 millions d'habitants, un poids lourd du Moyen-Orient et notamment dernièrement Iran, la révolution invisible en 2013. Vous êtes professeur d'économie et chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Alors le 19 mai, l'actuel président iranien Hassan Rouhani, considéré comme un modéré, on va en parler, tentera d'obtenir un second mandat de 4 ans. Avant de voir avec vous ce qui pourrait changer en Iran après le 19 mai, je propose d'abord de voir les enjeux de cette élection présidentielle iranienne avec Antoine Delpierre. Est-ce l'événement qui aura fait basculer l'élection présidentielle? L'explosion mercredi dans la mine de charbon d'Azad Shah au nord de l'Iran a provoqué une vive émotion dans le pays, à tel point qu'Hassan Rouhani, sentant peut-être le vent tourner, s'y est même rendu ce dimanche. Le président iranien y a promis des compensations pour les familles des victimes, mais aussi pour les retards récurrents de paiement des salaires. Voilà qui fait étrangement écho aux critiques lancées contre lui lors du premier débat télévisé. Vous parlez d'honnêteté et d'éthique, mais tout le monde est témoin que vous avez dit qu'en 100 jours, vous apporteriez du développement économique. Et quand quelqu'un vous pose des questions à ce sujet, vous dites qu'il est stupide. Faire passer l'actuel président pour le candidat des riches. Voilà la principale rhétorique adoptée par les conservateurs opposés à Rouhani. Mohammad Bagher Khalibaf, actuel maire de Téhéran, affirme vouloir lui aider les défavorisés. Un argumentaire repris par un autre candidat plus silencieux pendant les débats, mais rival très sérieux pour le président sortant, Ebrahim Raïssi, religieux conservateur portant turban noir, celui des descendants du prophète. Plutôt modéré sur le plan international, il dit vouloir s'attaquer au chômage qui touche officiellement en tout cas près de 13% de la population iranienne, surtout les jeunes. Aujourd'hui, 30% de nos jeunes sont sans emploi. Les décisions économiques de notre gouvernement ont contraint le pays à faire face à une situation intolérable. D'Ebrahim Raïssi, il se dit qu'il est le successeur que s'est choisi le guide suprême Ali Khamenei. Alors prendra-t-il le risque de perdre une élection? D'aucuns pensent qu'il laissera finalement sa place au profit du maire de Téhéran, tout en s'étant mieux fait connaître pendant cette campagne. Alors Thierry Coville, Rouhani avait gagné en 2013 au premier tour. Ce sera probablement plus difficile cette fois-ci? Oui, le contexte est bien différent. En 2013, on était en plein dans la crise du nucléaire iranien. Rouhani s'est distingué à l'époque de ses opposants en proposant de négocier sur le nucléaire iranien. Et il avait vraiment gagné lors des négociations. Là, on est dans un contexte complètement différent où il y a quand même une crise économique en Iran. Il est fortement attaqué sur l'économie. Donc c'est assez différent. Oui. Et vous pensez quand même qu'il a une chance de gagner probablement au deuxième tour ou c'est pas fait? Si vous voulez, la défense de Rouhani, c'est de dire si c'est pas moi, ça va être un peu les extrémistes, on va dire les radicaux. Et quelque part, il associe les radicaux à la période qui a précédé Rouhani, qui étaient les 2 mandats d'Ahmadinejad. Pour les Iraniens, ça parle, parce que c'était une période qui était très dure sur le plan économique, qui était très dure sur le plan politique. Donc son argumentaire, même s'il y a des difficultés économiques, qu'est-ce que proposent mes opposants? C'est de revenir à cette période avec des radicaux au pouvoir, comme sur Ahmadinejad. Alors c'est le candidat évidemment qui est le plus, comment dirais-je, le plus étiqueté modéré. Qu'est-ce que ça veut dire être un modéré en Iran? Alors, c'est vrai, il faut bien rappeler le contexte. En Iran, pour faire de la politique, il faut respecter le principe de velayté faril. Ça veut dire vous respectez le principe de supériorité du religieux sur le politique. Donc vous acceptez le rôle du guide, qui est en fait le numéro 1 du système politique en Iran, Ali Khamenei. Dans ce cadre-là, on fonctionne. Donc c'est vrai qu'il y a il faut pas se tromper, il y a quand même des courants politiques très différents en Iran. Il y a une vraie opposition entre 2 camps. Le camp des modérés, qui ont une approche modérée, surtout ce plan de l'ouverture sur les autres pays, une certaine ouverture politique. Ils parlent de défense des droits de l'homme, défense des minorités religieuses et une vision plus radicale reflétée par ces 2 candidats, Khalibaf et Raïssi, qui, eux, sont pour respecter les principes de la révolution, être beaucoup plus durs sur le plan de la morale islamique et beaucoup plus durs dans les relations, par exemple, avec les Occidentaux. Mais au final, c'est quand même, l'Iran reste une théocratie. C'est quand même les religieux, entre guillemets, ont le dernier mot. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai, c'est un système, je vous l'ai dit, qui est basé, c'est depuis la Révolution, sur le principe velayté farid, donc il y a la supériorité du religieux dans le politique, et le numéro 1 du système, c'est le guide. Bon, c'est quand même pas non plus le même Iran quand il est dirigé, quand il y a le président sur Rouhani, quand il y a le président sur Ahmadinejad. Donc on peut pas non plus dire
que dans ce cadre-là, ça change rien qui est au pouvoir en Iran. Alors, mais est-ce qu'il y a quand même à côté de Rouhani, est-ce qu'il y a une autre opposition? On se souvient des mouvements, le mouvement vert de 2009, qui s'était exprimé dans la rue justement au moment de la réélection contestée d'Ahmadinejad. Est-ce que cette opposition-là, elle existe encore? Est-ce que la jeunesse, la société civile est prête, je dirais, à démarrer au quart de tour? Alors, c'est vrai, si vous voulez, il faut bien voir qu'en Iran, c'était un peu la thèse de mon livre, vous avez rappelé, il y a une formidable modernisation de la société iranienne qui aspire à l'ouverture politique et économique. Et c'est vraiment une question d'évolution des mentalités avec un niveau élevé d'éducation. En particulier chez les filles, d'ailleurs. Sur les filles, vous avez la moitié de filles dans les universités iraniennes, avec je crois que l'Iran est le pays qui produit au monde le plus de grand nombre d'ingénieurs femmes. Donc on a un très fort niveau d'éducation en Iran. Qu'est-ce que veulent les gens, notamment les jeunes, qu'est-ce que veulent les femmes? C'est un pays normalisé, plus démocratique, avec des relations normales avec l'extérieur. Donc, en gros, les Iraniens soutiennent le plus modéré. Donc, ils ont voté pour Rouhani parce qu'il représentait cette bouffée d'espoir en disant qu'il allait normaliser les relations. Quelque part, le mouvement vert est toujours présent dans les têtes. Et ce qui est très intéressant, c'est que les réformateurs, maintenant, soutiennent Rouhani. Donc, vous avez une alliance des réformateurs de Rouhani contre un camp plus radical en Iran actuellement. Mais malgré tout, est-ce que l'économie va jouer un grand rôle dans cette élection? On sait que la croissance est assez forte, environ 5%. Il y a beaucoup de chômage encore. C'est là-dessus que les Iraniens vont se déterminer? Oui, tout à fait. C'est vraiment le sujet majeur des élections. Si vous voulez, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Rouhani a dit « je serai élu ». Il y avait une crise économique quand il a été, il y avait les élections, en disant « je vais régler la question du nucléaire iranien par les négociations, je ferai lever les sanctions et donc la situation économique s'améliorera ». Il a rempli son contrat en disant « il y a eu un accord sur le nucléaire ». Une partie des sanctions a été levée, les sanctions américaines non liées au nucléaire restent, mais une partie des sanctions a été levée. Le problème, c'est que si vous voulez, la situation économique s'améliore. L'Iran maintenant peut exporter la totalité de ses exportations pétrolières. Le problème, c'est que ça prend du temps. Il faut que les investisseurs étrangers reviennent en Iran. Et il y a beaucoup de problèmes économiques et sociaux en Iran. Donc les gens, on leur dit, bon, on a vu ça dans d'autres pays, ça va mieux. Ils le sentent pas dans leur vie quotidienne. Et il y a effectivement un chômage très élevé en Iran. Vous avez des problèmes d'inégalité, vous avez des problèmes de pauvreté. Et les adversaires de Rouhani lui mettent un peu tout sur le dos, si vous les disent, voilà, vous n'avez pas rempli votre contrat. Donc ça va jouer sur l'économie, tout à fait. Pourquoi toutes les sanctions n'ont pas été levées? Ça voudrait dire que l'Iran, selon les puissances occidentales, ne répond pas à toutes les conditions de l'accord nucléaire? Donc, le problème est surtout américain. C'est-à-dire que les Américains ont gardé les sanctions qui ne sont pas liées au nucléaire, qui sont liées au fait que l'Iran ne respecte pas les droits de l'homme ou soutient ce qui s'appelle le terrorisme, notamment le Hezbollah libanais. Et ces sanctions, si vous voulez, fait qu'il y a des listes qui existent d'entreprises ou de personnalités. Les Américains disent « vous n'avez pas droit de travailler avec ces personnes-là, ces organisations-là », ils disent ça aux Américains, mais également aux autres pays du monde. Donc, notamment des banques. Et alors, il y a également un autre problème qui sont ce qui s'est passé avec BNP Paribas, si vous voulez. Et donc, les banques européennes ont été traumatisées par l'amende qui a été imposée à BNP Paribas, en plus qui n'avait pas respecté les sanctions américaines, mais qui avait respecté la législation européenne. Et donc, depuis cette affaire, les banques européennes, on a beau leur dire, vous pouvez aller en Iran. Donc elles n'investissent pas beaucoup. Si vous voulez, elles se disent que le risque, c'est de prendre une amende de 8 milliards d'euros, donc elles ne peuvent pas prendre le risque. Donc, si vous voulez, le précédent de BNP Paribas, plus ces sanctions américaines qui existent encore, font que les grandes banques ne veulent pas prendre ces risques. Et c'est vrai qu'il y a une certaine réticence, un certain nombre d'entreprises de tomber sous le coup de ces sanctions américaines. Alors vous avez parlé des États-Unis, justement. Obama, on le sait, s'était un peu rapproché de l'Iran au moment de la signature de l'accord nucléaire. Aujourd'hui, on a Trump qui accuse l'Iran de ne pas respecter, comme il dit, l'esprit de l'accord. Est-ce que finalement, Donald Trump ne fait pas le jeu des conservateurs en Iran ? Ah oui, tout à fait. Alors, mais il y a une alliance évidente entre... D'ailleurs, c'était très intéressant, c'est qu'Ali Khamenei, il a fait un discours après l'élection de Trump, il a dit « Regardez, tout ce qu'on vous dit sur les États-Unis depuis la Révolution, c'est vrai, hein, la corruption du système, cette agressivité, vous savez, avec la loi contre les visas, la Muslim ban, qui touche surtout les Iraniens. Donc il y a le sentiment en Iran qu'il y a une agressivité de la part des États-Unis et ça renforce les radicaux parce que ça met, vous venez de le dire, ça met quelque part en échec ou en position de faiblesse Rouhani, qui a basé sa politique étrangère sur une normalisation des relations avec l'Occident, qui a beaucoup investi politiquement. Il y avait beaucoup de radicaux qui critiquent cet accord sur le nucléaire en disant que l'Iran a fait trop de concessions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a exactement les mêmes critiques aux États-Unis contre Obama, les radicaux américains qui disent qu'Obama fait trop de concessions. Ce qui veut dire que l'administration Trump préférait avoir comme interlocuteur un Iranien conservateur, un dur ?
Écoutez, à mon avis, non. Là, je pense qu'ils ont une vision de l'Iran, genre l'Iran diabolique et méchant. Ouais. Donc, ils ne se posent pas ces questions-là. Et je pense qu'il ferait bien de se les poser parce que demander à ceux qui devaient discuter avec l'Iran du temps d'Ahmadinejad, c'est pas la même chose de négocier avec Ahmadinejad qu'avec Rouhani. Donc, je pense que, regardez l'importance de l'Iran, vous en avez parlé, en Irak, en Afghanistan, en Syrie. Je pense qu'on a un Iran... Ils ne sont pas gentils, ils ont des intérêts dans la région. Mais je pense qu'il y a Rouhani est un président qui veut négocier, notamment avec son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. C'est des gens qui veulent négocier et qui sont prêts à le faire. Ils l'ont fait sur le nucléaire iranien, donc on pourrait le faire sur d'autres dossiers. Et je pense que, je pense qu'il y a des gens aux États-Unis qui le savent, ça. Un mot encore sur les intérêts français. La France était un partenaire commercial, industriel important de l'Iran avant les sanctions. La France a une carte à jouer dans ce pays? Ah oui, mais, tout à fait. Je veux dire, à condition de changer un peu son fusil d'épaule? On est en train de faire un retour sur le plan sur le marché iranien. On a Peugeot qui est revenu sur le marché iranien. On a Renault qui n'est pas parti. On a Total qui est en train de négocier pour développer des champs gaziers. Donc on a vraiment des cartes à jouer. Et je sais je vois qu'il y a un énorme intérêt des entreprises françaises. C'est vrai que ça ne pourrait être que facilité si on avait des relations, on va dire, plus équilibrées dans la région et on avait des meilleures relations diplomatiques avec l'Iran, c'est vrai. On va voir ce qui va se passer après les présidentielles en France. On va voir, tout à fait. Merci Thierry Coville, merci d'être venu parler de l'Iran. Donc élection le 19 mai, merci d'être venu dans 64 minutes.